Vivre dans la dignité, c'est un réseau citoyen qui a été fondé en 2010, qui est sans affiliation religieuse, sans affiliation politique. Notre travail, c'est de promouvoir la protection de la vie et de la dignité des personnes que la maladie, la vieillesse, le handicap ou toute autre condition ont rendu vulnérables. Notre objectif, c'est d'assurer à chacun une fin de vie naturelle, respectueuse de la personne et de sa dignité. En gros, on vous fait la promotion du soulagement optimal de la douleur, de l'accompagnement humain, d'un environnement sécuritaire et confortable qui est le mieux adapté pour la personne, donc soit à la maison, soit dans une maison de soins palliatifs. Vivre dans la dignité, c'est un réseau citoyen qui représente officiellement 5000 personnes qui ont signé notre manifeste, donc pour déclarer leur opposition à l'euthanasie puis leur position en faveur des soins palliatifs. On a été invité à se prononcer devant différents comités parlementaires depuis 2010. Moi, je suis là depuis 3 ans seulement, mais devant les comités qui ont eu lieu avant la loi. Donc, on était très impliqués dans la bataille qui a eu lieu avant que la loi et fédérale et provinciale soit passée aux côtés du collectif. Nous, on représente vraiment le volet qui est plus citoyen. Le collectif représente les médecins. C'est une bataille qui est, disons... on pourrait dire qu'il y a 2 facettes, il y a 2 volets à cette bataille-là. Puis c'est un peu de ça dont je vais traiter aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment tout le volet médical qui vous implique directement, puis aussi le volet social, toutes les conséquences que l'arrivée de l'euthanasie dans notre société peut amener. Alors, si on est ici aujourd'hui, moi, en fait, si je suis ici aujourd'hui spécialement, c'est pour vous faire voir un peu les enjeux ou la complexité qu'il y a derrière la question de l'euthanasie qui dépasse, comme je vous dis, le champ spécifique de la médecine. Ça vous est un peu tombé dessus comme une patate chaude, là, si on veut. Ils ont élu les médecins, puis c'est vous qui avez à gérer ça dans votre quotidien. Mais c'est une question qui va avoir des conséquences sur tout le reste de la société aussi. L'euthanasie, ça pose beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de questions. On dirait que depuis 2 ans, tout d'un coup, ils ont l'air le message qui est envoyé, c'est... on se demande quasiment pourquoi il y en a qui sont encore en train de s'opposer à ça, comme si c'était devenu tout à coup un soin tout à fait normal. Mais on se rappelle que juste avant ça, ça a été la polémique, ça a été la division dans la société. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même lieu de s'interroger avec l'euthanasie. Hein. Au fond, c'est une loi qui est rentrée dans notre société et qui est porteuse d'un message qui est, somme toute, terrible. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines conditions, la loi permet de tuer ou d'aider une autre personne à se tuer. Si on prend la racine de l'euthanasie, puis c'est ça qu'on a tendance à perdre de vue avec toute la fioriture parfois qu'il y a autour de cette question-là, c'est ça qui est à la racine, c'est ça qui est le message de fond en arrière de ça. Disons que si on résumait ça en une belle expression, là, on pourrait dire que c'est le mariage entre l'homicide et entre le suicide et le meurtre. Ça, c'est cru. Ça, c'est la façon la plus objective de le dire. Et c'est pas moi qui l'invente. Parce que pour passer la loi au niveau fédéral, il a fallu qu'il modifie le code criminel. Ça, c'est toutes des choses qu'on a tendance à oublier maintenant parce qu'ils présentent ça comme un soin. Mais il a fallu qu'ils fassent des modifications dans le code criminel. Puis les modifications qu'ils ont fait dans le code criminel, ça a été des modifications pour créer des exemptions. Et là, je cite le code criminel, créer des exemptions à l'égard des infractions d'homicide coupable, donc c'est du meurtre, d'aide au suicide et d'administration d'une substance délétère dans le but de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de fournir l'aide médicale à mourir. Autrement dit, c'est une permission spéciale qui a été donnée à des médecins et des infirmières pour avoir le droit de tuer, d'aider à se suicider et d'administrer du poison à des personnes qui souffrent. Ça, c'est la réalité crue, au-delà des fioritures. Le débat, ça n'a jamais été de savoir si un individu a le droit de s'enlever la vie ou pas. Il y en a qui présentent ça comme ça. C'est mon droit de... Le débat, c'est de savoir est-ce qu'on devrait permettre à une autre personne de mettre fin à la vie d'une autre personne, d'un concitoyen. C'est ça la grande question. Ça implique une tierce personne. Et là, ça vient tout changer la donne. Aujourd'hui, avec... à la fin de ma présentation, j'espère en fait que vous serez plus en mesure de déterminer si les garanties qu'on nous a promises au départ se sont révélées efficaces pour protéger les personnes vulnérables. De comprendre que les remises en cause des critères de la loi sont inhérentes à la logique de l'euthanasie, comprendre les similitudes entre euthanasie et suicide, et comprendre les effets de la légalisation de l'euthanasie sur notre société et de mieux mesurer leur impact à long terme. Alors, ce que je vous propose de faire,
c'est dans le fond de faire un retour objectif. Maintenant, on a 2 ans de matière à analyser. Donc, on peut faire parler les faits. Avant, il y avait des promesses, il y avait des discussions, il y avait des projections, il y avait des suppositions. Maintenant, on a des faits. On a 2 ans de faits. Je vais me concentrer sur la situation au Québec, évidemment, parce que maintenant, le Canada est très large. Chaque province gère ça d'une façon différente, donc on n'en finirait pas. Pour voir justement, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui nous a été promis et ce qui nous a été livré, entre ce qui a été dit avant et ce qui est dit maintenant. Avant la légalisation, la première des choses qu'on nous a dit, c'est que ça allait être une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. On nous a aussi dit que ça allait être avant tout une loi d'accès aux soins palliatifs de qualité partout dans la province. C'est comme ça qu'on a vendu la loi concernant les soins de fin de vie qui a légalisé l'euthanasie. Donc l'emphase était vraiment mise là-dessus. Il n'y aura vraiment pas beaucoup d'euthanasie, vous en faites pas, puis appelez pas ça de l'euthanasie. Puis ça va vraiment être, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une loi d'accès aux soins palliatifs. Alors aujourd'hui, on va se poser la question sur les faits. On va regarder les statistiques. Est-ce que ça s'est révélé ce qu'il disait? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce qu'il y a eu des dérives? Est-ce que les balises de protection dont on nous a parlé ont fonctionné pendant les 2 années? On va commencer avec les statistiques. Comme je dis, ça a été vendu comme une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. On parlait un cas par médecin par année. C'était comme ça qu'ils présentaient ça. Il n'y avait rien de quoi s'énerver. Alors, la réalité, ça a été quoi? Le docteur Barrett, dont j'ai encore la citation, avait dit, vous savez, il y aura environ 100 demandes la première année. Rassurez-vous, il n'y a pas de quoi s'énerver, ça va être à peu près 100 demandes la première année. Dans la réalité, la première année, c'est-à-dire en 2015-2016, il y a eu 469 euthanasies, donc presque 5 fois plus que le nombre de demandes qu'ils prévoyaient. Et il y a eu 714 demandes, 7 fois plus. La deuxième année, ça a continué à monter. Il y a eu 638 euthanasies. 992 demandes. Ces chiffres-là proviennent des rapports de la commission de surveillance, donc qui traite du mois de juin au mois de juin. Ça représente environ 1% des décès au Québec en 2016 et presque le double de nos décès des décès sur nos routes. Il y a eu des statistiques un peu plus récentes qui sont sorties très récemment, le 12 février, dans le journal Le Devoir. Et là, disons qu'il analysait plus l'année, et on dit qu'en 2017, il y a eu 755 euthanasies. Dans certaines régions, ça représente 2% du nombre total de décès. 2%, c'est plus que toute l'histoire de la Belgique dans un rapport de pourcentage de décès. Mais si on regarde à l'échelle globale seulement, et qu'on compare nos chiffres en fonction des chiffres de la Belgique et des Pays-Bas, qui sont des pays qui l'ont légalisé plus longtemps, notre première année au Québec représentait la 6e ou la 7e année en Belgique. Notre deuxième année représenterait la 7e ou la 8e. Donc, dans certaines régions, ça a même dépassé toute leur histoire. Ça monte en flèche. On va aborder aussi le pourquoi un peu plus tard dans la présentation. Au Canada, il y a eu 2 rapports qui appellent des rapports intérimaires, des rapports qui concernent les 6 premiers mois. Le premier rapport faisait mention de 803 euthanasies ou suicides assistés au Canada et 970 parce qu'il fallait qu'il inclue ceux du Québec. 970 dans les 6 premiers mois. Le deuxième rapport, c'était 1179. On parle d'une hausse de 48 % entre les 6 premiers mois et les 6 mois suivants. En tout, il y a eu 2149 euthanasies suicides assistés au Canada dans la première année. Alors, le premier constat qu'on peut faire, quand on regarde simplement les chiffres, c'est que les statistiques explosent les prévisions qui parlaient d'une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. Maintenant, si on regardait les balises de protection. Les balises de protection, on nous en a beaucoup parlé, ça aussi, avant la loi. Déjà, pour moi, c'était révélateur que c'était quand même quelque chose de risqué. Parce que quand tu es obligé de vraiment circonscrire la chose, là, c'est qu'il y a quand même un potentiel de risque énorme. On nous dit, vous inquiétez pas, ça va bien aller, il va y avoir des balises de protection robustes, il va y avoir des critères, il va y avoir
2 médecins pour prendre la décision, pour assurer l'objectivité. Il va y avoir des critères très stricts qui vont protéger les personnes vulnérables. Il va y avoir une commission de surveillance qui va s'assurer que la loi est respectée. Ça va bien aller, c'est correct, tout va bien, on peut y aller. N'est-ce pas? C'est à peu près le discours qu'on a entendu avant l'entrée en vigueur de la loi. Ah. Je vous rappelle rapidement les critères qui ont été mis en place, parce qu'après ça, on va voir s'ils ont été respectés. Alors, je vais le faire assez vite. Puis je m'excuse, je sens que le débit est rapide, là, mais bon, c'est... il y a du territoire à couvrir. Alors, les critères, on les a beaucoup entendus aussi. Être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie pour que ce soit vraiment les personnes du Québec qui aient accès. Être majeur, apte à consentir aux soins. Être en fin de vie, être atteint d'une maladie grave incurable, être dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et, il faut tout ça, éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables. En plus de ça, il y a eu des balises qu'on pourrait dire, des balises procédurales, mais incluses dans la loi. C'est important de rappeler ça, c'est inclus dans la loi. Les balises procédurales, il y avait la requête, fallait que la requête soit faite de manière libre et éclairée. Il fallait que le formulaire soit signé en présence de et contresigné par un professionnel de la santé ou des services sociaux et que le second médecin consulté devait être indépendant de la personne qui fait la demande et du médecin qui sollicite son avis. Ça va? Ça, c'est les balises de protection qu'on nous a vendues, qu'on a mis en place avant en disant « Regardez tout ce qu'il y a, ça va bien aller ». Avant de vérifier si les balises ont vraiment fonctionné, je tiens à préciser que si on regarde ça le moindrement attentivement, on s'aperçoit que les balises ou le fonctionnement des balises est à la base biaisé. Pourquoi? Parce que le médecin qui pratique l'euthanasie est impliqué dans toutes les étapes. C'est lui qui évalue le patient, c'est lui qui pose le geste, et après, c'est lui qui remplit le formulaire. On s'entend qu'il n'y a pas grand médecin qui va dire « J'avoue que la personne n'était pas tout à fait en fin de vie ou qu'elle n'était pas tout à fait d'accord, puis je l'ai faite quand même. » Personne ne va dire ça. Et en plus de ça, au fédéral, dans la loi, il y a une provision qui s'appelle la provision de la bonne foi. Si le médecin dit « J'ai agi de bonne foi », il est disculpé. Je vous dis, imaginez ce que ça peut représenter. De bonne foi, j'ai sincèrement cru que la personne voulait, c'est ce qu'elle semblait me dire. C'est correct, monsieur, vous êtes disculpé. On voit ça nulle part ailleurs dans le code criminel. Essayez de vendre cette sauce-là à un policier quand il vous arrête sur le bord de la route. Je vous dis, de bonne foi, j'ai cru que c'était un panneau à 90 km/h. Il ne vous écoutera jamais. Mais pour l'acte le plus gravissime qui soit, c'est-à-dire enlever la vie de quelqu'un, on dit « c'est correct, on va se fier sur ta parole ». Et au Québec, le Collège des médecins a fait en sorte que l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie ne soit même pas inscrite sur le certificat de décès. Alors, vous voyez un peu, là, d'un côté, ce qu'on vend, de l'autre côté, ce qu'on met en place, ce qui est en dessous. On va s'en tenir quand même aux faits, on va revenir à des choses concrètes. La première année, 21 cas d'abus. Première année, on s'attendait quand même à ce qu'on se dise « la première année, ils vont se tenir serrés ». Non, 21 cas d'abus. 18 cas, ça a été l'indépendance du second médecin dont j'ai parlé tantôt. 2 cas où la commission a jugé que la personne n'était pas en fin de vie. C'est quand même un critère fondamental. 1 cas où la commission a jugé que la personne n'était pas atteinte d'une maladie grave et incurable. Je ne sais pas de quoi elle était atteinte, mais c'est quand même... Si on parle d'un meurtre, si la personne n'était même pas atteinte d'une maladie grave et incurable, elle avait quoi? Une grippe d'homme? Tout est possible quand on enlève cette caractéristique-là. La deuxième année, selon vous, ça a été mieux ou moins bien? Ça continue sur la lancée. 31 cas d'abus la deuxième année. 20 cas, ça a été encore l'indépendance du second médecin. 7 cas, ça a été la commission a jugé que le médecin, imaginez, le médecin n'avait pas mené lui-même les entretiens avec le patient. Il y a un patient qui a abouti sur sa chaîne, puis il a dit « c'est beau, moi je vais faire l'euthanasie ». Il n'a rien vérifié avant, il ne s'est pas entretenu, il a pas fait il a jugé, son collègue a dit que oui, c'était correct, ça va aller. 7 cas quand même. 2 cas où la demande n'a pas été contresignée par un professionnel de la santé ou des services sociaux. Qui a contresigné la demande? On peut se poser la question. L'héritier? Tout est possible.
Un cas, encore, le critère de maladie grave et incurable qui n'est pas respecté, puis l'autre cas, la carte d'assurance maladie qui était périmée. Essayons de se faire soigner ne serait-ce que le doigt avec une carte d'assurance maladie qui est périmée. Mais pour le geste le plus gravissime, ils ont dit « Ouais, c'est correct, on va le faire quand même. » Alors déjà, ce portrait-là est très problématique. Hein. On parle de 52 cas d'abus, de violation de la loi en 2 ans. Mais il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça. Le premier problème, ça a été le problème de la collecte des données par la Commission. 38% des formulaires reçus ont été hors délai. Normalement, dans la loi, c'est stipulé, la procédure, le médecin doit envoyer le formulaire 10 jours après l'euthanasie. Il y en a qui prennent des semaines, des mois. Il y a même des médecins qui ont dit, vous savez quoi? Je ne vous enverrai pas le complément d'information que vous me demandez. Aussi sec que ça. La commission a dit, il nous manque certains éléments, à un moment donné, le médecin a répondu, non, je ne le ferai pas. Ça montre bien le respect de ces médecins, que ces médecins-là ont envers la commission qui a été mise en place pour surveiller que tout allait bien. Il y a 19 cas où la commission était dans l'impossibilité de conclure si les critères avaient été respectés ou pas. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas été respectés. Puis, il y a 55 cas qui sont toujours à l'étude. Donc, même au niveau de la collecte des données, ça ne se passe pas super facilement. La commission, elle est débordée, elle aussi. Hein. Tout le monde est débordé parce que tout le monde avait les 100 demandes par année en tête. Le deuxième problème, c'est les sanctions. 52 cas d'abus. Première année, aucune sanction. Deuxième année, aucune sanction. Aucune sanction pour tous les cas d'abus. Il y a une commission de surveillance qui va surveiller, qui va s'assurer que la loi est respectée. La commission de surveillance vous dit, il y a 52 cas où ça n'a pas été respecté, puis qu'est-ce qui arrive? Rien. Rien, rien, rien. Puis je vous rappelle que c'est le geste le plus gravissime qu'on peut poser, enlever la vie de quelqu'un. 52 cas, aucune tape sur les doigts. Le docteur Yves Robert, qui est le secrétaire du Collège des médecins, comme vous le savez, a conclu qu'aucune de ces mesures-là ne méritait aucun de ces abus-là ne méritait de mesures punitives parce que lui, il juge que ce sont simplement des erreurs administratives. Hop, on balaye ça sous le plancher. Au contraire, non seulement il n'y a pas eu de sanctions, puis on s'entend que c'est gravissime, il n'y a pas eu de sanctions, au contraire. Le Collège des médecins et le ministère de la Santé et des Services sociaux se sont entendus pour dire que l'indépendance du médecin par rapport au patient pouvait être revue. On a appris ça dans le rapport de la commission. Maintenant, c'est correct. Vous vous souvenez que dans les cas d'abus dont je vous ai parlé, le plus grand nombre concernait l'indépendance du médecin. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas traîner un nombre d'abus aussi élevé que ça pendant des années. Alors, qu'est-ce qu'ils font? En cachette, ils revoient ça. On parle de... C'est pour ça que j'ai tenu à vous le préciser au début. On parle de quelque chose qui est inclus dans la loi. Donc, ils jouent avec les critères inclus dans la loi. Ils revoient ça en catimini. Vous allez voir que l'année prochaine, il y aura peut-être une quinzaine d'abus, une dizaine d'abus, parce que tous les cas d'indépendance vont avoir été balayés sous le tapis. Ils ont décidé ensemble que maintenant, c'est correct qu'on les accepte. S'il n'y a aucune conséquence après 1 an, s'il n'y a aucune conséquence après 2 ans, qu'est-ce qui va arriver selon vous? Voilà. Il n'y a aucun médecin qui va dire « je vais me tenir plus serré ». Non seulement ça, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont finir par même ne plus déclarer leur cas. C'est ce qu'on voit dans les journaux aussi. Il y a des attaques sans arrêt contre la commission. Ils essaient de discréditer la commission parce que ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir le faire sans que personne les achale. Alors, le deuxième constat, si on regarde les balises de protection, bien, objectivement, elles ne fonctionnent pas. Je vous rappelle que provoquer la mort d'une personne sans qu'elle rentre dans les critères de la loi, ça demeure aujourd'hui dans le code criminel un homicide criminel. C'est les conséquences qu'il aurait dû avoir pour les personnes qui ont été jugées coupables ou qui n'ont pas respecté les normes. Alors, ils n'ont pas eu d'abus. Alors, la loi est abusée sans conséquence et le train continue. Maintenant, si on regardait les dérives, ça, c'est une autre chose dont on a parlé beaucoup. Il y en a qui disent « Ah, vous savez, les dérives, ça n'existe même pas. » OK. Premièrement, il faut s'entendre, c'est quoi une dérive? Une dérive, c'est de passer du point A jusqu'au point E, ou F, G, H et J, K, L.
On était là, on est rendu là. C'est pas parce qu'on s'habitue à chaque étape que ça n'en reste pas moins une dérive. C'est ça le propre d'une dérive. Si on est en bateau, on perd la côte. On s'en est pas rendu compte, mais on a dérivé. On s'entend? Ça ressemble à une dérive? Bon. Alors, on va se poser la question. Est-ce qu'il y a eu des dérives, j'allais dire d'autres dérives autres que les 52 cas d'abus qui ont eu lieu la première année? Je suis désolé de vous dire qu'il y en a eu. La première dérive, la plus importante, disons la plus majeure, c'est qu'on est passé de l'exception à la promotion. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, on nous a parlé d'une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. Aujourd'hui, quand on lit les journaux, ce n'est que de la promotion. Il y avait une rencontre, un forum hier qui était organisé sur l'aide médicale à mourir. Un article ça de long dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a qui font des faces, je sais qu'ils l'ont vu. On a parlé de la rencontre qu'il allait avoir ici. C'est tout un long témoignage, comment c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est la façon 2.0 de mourir aujourd'hui. Puis à la fin, on parle des gens un peu plus conservateurs qui n'aiment pas cette aide médicale à mourir, là. Alors, on est dans la promotion, on n'est plus dans... Il y en a qui ont le droit de choisir ça, laissez-les en paix. C'est même pas ça. On fait la promotion de ça. C'est vraiment la façon de mourir aujourd'hui. Et ils ont changé leur vocabulaire. Parce que les barrières de protection dont on nous parlait au début sont devenues des barrières à l'accès. On voit beaucoup de médecins, même dans les journaux, qui disent ça aujourd'hui. C'est effrayant. C'est des barrières à l'accès. Ils bloquent l'accès à l'aide médicale à mourir. Mais on parlait de barrières de protection, normalement. La mesure exceptionnelle, quand ils ont vu les statistiques exploser, ils ont ajusté leur discours. Là, ils ne parlaient plus d'une mesure exceptionnelle. Ils ont dit « Ah, c'est parce que ça répond à un besoin. » Voilà. Ils ont juste adapté un peu leur langage. C'était tout cuit, c'était facile. Puis là, maintenant, ils sont capables de justifier la montée fulgurante qu'il va avoir. Le deuxième point, la deuxième dérive qu'on pourrait dire, c'est qu'on est passé d'une loi d'accès aux soins palliatifs à une loi d'accès à l'euthanasie. Ni plus ni moins. Quand on regarde dans les faits, c'est ça. Normalement, l'engagement du gouvernement, c'était de rendre accessibles les soins palliatifs partout au Québec. Quand on lit ou quand on voit l'actualité, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la priorité, toute l'attention, tous les efforts ont été concentrés sur l'euthanasie. Dans les rapports qui sont, dans les deux rapports de la commission qui sont sortis, une loi censée être une loi d'accès aux soins palliatifs. Les deux points qui traitaient des soins palliatifs disaient « La variabilité des renseignements rapportés en ce qui a trait au nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs ne permet pas de traiter ces données pour le moment. » En 2016, on dit « Vous savez, le contexte de la transformation importante du réseau de la santé et des services sociaux a eu un effet sur la capacité des établissements à recueillir dans les délais prescrits les données concernant les soins palliatifs. » Ils se sont justifiés comme ça. Deuxième année, aucune raison. Ils ont juste dit « La variabilité ne nous permet pas de traiter ces renseignements-là. » La commission de surveillance d'une loi qui est censée être une loi d'accès aux soins palliatifs, mais des données sur l'euthanasie et surtout sur les refus d'euthanasie, il y en a eu, ça. Le 8 janvier, il y a eu une lettre qui est parue, je pense que c'est dans Le Soleil, par les deux présidentes de l'Association québécoise des soins palliatifs et de la Société québécoise des médecins soins palliatifs, dont une des représentantes est ici d'ailleurs. Une très belle lettre qui, justement, peut-être donnait suite à cette situation-là, dans laquelle elle se plaignait du manque d'efforts et de ressources pour rendre accessibles les soins palliatifs de qualité dans les CHSLD, sur l'absence de mesures précises pour analyser l'état des soins palliatifs, alors qu'il est beaucoup plus aisé d'obtenir des données sur l'euthanasie. Et elle se questionnait sur les efforts et les ressources mises en place pour rendre accessible pour tous l'aide médicale à mourir partout au Québec, par rapport à ce qui a été investi à ce jour dans les soins palliatifs. Donc, c'est les présidentes quand même de deux grandes associations de soins palliatifs qui font cette déclaration-là. J'ai vu dans un article, après ça, je ne sais pas si c'est en réaction à ou si c'est la suite de, je ne sais pas, le suivi, mais il semblerait que là, la commission de surveillance va s'intéresser. Ils disent elle a entrepris une cueillette de données auprès des établissements afin de documenter notamment la situation qui prévalait au moment de la demande d'aide médicale à mourir, au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, ou lorsque l'aide médicale à mourir n'a pas été administrée ou refusée. Donc, ils vont essayer de récolter est-ce que ces gens-là auraient eu ou ont eu accès à des soins palliatifs, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Le rapport devrait être rendu public en décembre 2018. Alors, on va attendre de mesurer l'efficacité de ce rapport-là quand il va sortir, mais quand même, il y a un point encourageant. Une autre dérive qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a des tragédies qui découlent directement de la loi.
directement. Il y a eu le cas qui a été très peu médiatisé, mais les cas de décès de patients suicidaires en mars 2016, des gens qui avaient réchappé à une tentative de suicide, qui arrivaient à l'urgence et les médecins les laissaient mourir. Pas un ou deux cas, assez pour que le Collège des médecins émette un avis pour rappeler aux médecins leur devoir de sauver des vies. Ça a été, je pense qu'il y a eu un article là-dessus, mais c'est gravissime. Imaginez-vous que c'est votre neveu, votre frère de 26-27 ans qui est là, puis vous apprenez qu'il est arrivé après sa tentative de suicide. Le médecin l'a laissé mourir. Il aurait pu le sauver. C'est un drame qui touche toute une famille. On parle de ça comme ça, mais c'est... Et le Collège des médecins a admis à ce moment-là que c'est vrai que depuis l'entrée en vigueur de la loi, certains médecins pouvaient être un peu mélangés parce que d'un côté, on nous dit, vous nous dites de les aider à se suicider, puis de l'autre côté, lui arrivait avec une tentative de suicide. Fait qu'on s'est dit, la demande est quand même pas mal claire. Ça, c'est directement une conséquence de la loi. Il y a eu des vagues de suicides pour mettre de la pression sur la loi. On les a vus aussi. Des grèves de la faim. Le Collège des gens qui font le grève de la faim pour se mettre en fin de vie, pour avoir accès à l'euthanasie. Le Collège des médecins a répondu comment à ça? Il a dit, on va faire un guide pour accompagner qui? Pas les gens, les patients, les médecins. Comment on peut vous accompagner dans votre suicide par la faim? Ça a été la réponse du Collège des médecins à cette vague de suicide-là. On a vu d'autres cas qui sont scandaleux. Un suicide devant un train, une madame qui a mis sa voiture devant un train parce qu'elle s'était fait refuser l'aide médicale à mourir. Elle a mis sa voiture devant un train. Mais ce qui est scandaleux, ça c'est un drame incroyable, ce qui est scandaleux, c'est la réaction de sa famille. Pour vous montrer comment la mentalité est en train de changer, la famille a dit quoi? Nous respectons sa décision. C'est plus de la prévention du suicide, on voit plus ça comme on voyait avant. On voit ça comme, c'est une décision. Il y a un homme qui s'est immolé dans son auto après un refus, et il y a eu le meurtre par compassion, qui a été très médiatisé, là, de Mme Lisotte par M. Cadotte, qui est actuellement en cours. La première réaction de cet homme-là, ça a été quoi? J'ai craqué. Personne ne m'a jamais demandé comment j'allais. Donc, le nœud du problème était là. J'ai manqué de soutien. Au lieu que la réaction des autorités soit « qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer » puis faire en sorte que ces gens-là n'aient plus cette réaction-là, ils ont tout de suite, on a sauté sur un plaidoyer pour les personnes, pour rendre accessible l'euthanasie aux personnes atteintes d'Alzheimer. Et même M. Cadotte, je suis désolé de le dire, mais il a changé son discours, parce qu'au début, c'était la vérité qui sortait. Hein? Il a craqué, il était désespéré, il a fait ça, et aujourd'hui, il dit « Ma femme est morte dans la dignité ». Il l'a tuée avec un oreiller écrasé dans sa face, il l'a étouffée. Elle est morte dans la dignité. Vous voyez le changement qui est en train de s'opérer dans nos mentalités. Il y a aussi, finalement, comme dérive, des suicides, on est en train d'en parler, mais qui ont lieu avec l'approbation de l'État. Parce que avant que la loi passe, qu'est-ce qu'ils ont vendu à la population? Ils ont dit, pensez aux pauvres patients, qui est tout croche, qui reste une semaine à vivre, en fin de vie, puis qu'on n'arrive pas à soulager. Pourquoi on n'abrégerait pas sa souffrance? La réponse, pour des gens comme vous, était évidente. Bien, c'est là que les soins palliatifs rentrent en jeu. Mais monsieur et madame tout le monde, ils voyaient ça, puis ils se disaient, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, et pourquoi on n'abrégerait pas? Mais dans la réalité, il y a une étude qui est sortie sur les cas d'euthanasie dans la région de Toronto, les 4 grands hôpitaux autour de Toronto, pour savoir qu'est-ce qui étaient les raisons derrière les euthanasies, qu'est-ce que les gens demandaient. Et c'est pas le patient tordu de douleur que les soins palliatifs n'arrivent pas à soulager qui est sorti. La première raison, c'est quoi? La crise existentielle. Le premier facteur, c'est quoi? La perte d'autonomie. Quand on entend perte d'autonomie, quand vous entendez perte d'autonomie, entendez handicap. C'est gravissime de cautionner qu'une personne, parce qu'elle a perdu une certaine mobilité, la société lui dit « c'est correct, c'est vrai, tu pourrais aller te suicider. Et on va t'aider, on va t'encadrer, on va tout faire ça. » C'est ça qui est véhiculé derrière. C'est les autres raisons qui avaient été évoquées, peur de devenir un fardeau, peur de perdre sa dignité, la fameuse dignité, peur de plus apprécier sa vie. Et c'est une situation qui est commune dans tous les pays qui légalisent l'euthanasie. En Belgique, vous allez voir tantôt que les raisons qui sont évoquées, c'est ni plus ni moins que des raisons qu'on considère encore un peu aujourd'hui comme des raisons strictement suicidaires, des facteurs de suicide à proprement dit. Donc, le troisième constat, on peut dire que oui, il y a eu des dérives parce que c'est inscrit dans la logique de la loi. Avant la loi, quand une personne avait des idées suicidaires, la réaction, c'était la prévention du suicide et c'était de chercher les causes du désespoir. Aujourd'hui, c'est de se demander, mais pourquoi il n'y a pas eu accès à l'aide médicale à mourir? Donc, on ne se demande plus pourquoi, qu'est-ce qui l'a mené là-bas. On se demande pour qui bloque pour qu'il ne
pas droit à son suicide. C'est un changement majeur. Les critères qui étaient censés protéger les personnes vulnérables sont devenus des injustices, des discriminations. Mais tout ça, c'est pas étonnant quand on regarde, quand on y pense le moindrement. L'euthanasie nous a été vendue comme un bienfait. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça a été vendu. Ils ont dit un soin. Donc, un soin, par définition, c'est un bienfait. Un bienfait, un soin de santé, un geste de compassion. La question, c'est pas de savoir pourquoi il y a des gens qui s'opposent et d'autres qui sont en faveur. La question, c'est, quand on y pense, pourquoi dire oui à un puis non à l'autre? Si vous vendez ça comme un bienfait, pourquoi vous dites non à l'autre? Et c'est ce qui fait que, de façon inhérente, la logique de l'euthanasie ne va mener qu'à un élargissement. Parce que la personne qui est juste à côté des critères, elle dit « C'est pas juste, pourquoi moi j'ai pas le droit? » Vous dites qu'une personne qui a perdu un bras, elle a le droit. Moi, j'ai perdu mes 2 bras, pourquoi j'aurais pas le droit? Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de réponse à ça. Donc, ils sont obligés d'élargir les critères avec le temps. Alors, ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont pris avec la propre logique de l'euthanasie. Vous vendez ça comme un bienfait, puis après ça, vous dites qu'il faut le restreindre. Puis après ça, qu'est-ce qui empêche les enfants? Qu'est-ce qui empêche les personnes Alzheimer? Qu'est-ce qui empêche tout le monde? Il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse dans leur logique. Il n'y a pas de réponse à ces questions-là. La suite logique, c'est quoi? Les critères de la loi dont on a parlé. On est en train d'assister à leur effondrement. Déjà, le critère en fin de vie dont on a parlé, qui était quand même un élément crucial dans la loi, il est remis en question. Il y a une poursuite devant les tribunaux en cour supérieure. 2 personnes atteintes qui vivent avec un handicap qui demandent de faire tomber le critère de fin de vie et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. C'est quand même un critère qui était un fondement de l'argumentaire avant la loi. Et pensez-y, si on enlève le critère de fin de vie, bien là, c'est surtout à quoi on ouvre la porte quand on enlève le critère de fin de vie. Dépression, c'est considéré comme une maladie. Tous les handicaps, maladies chroniques, tout ça va rentrer. Si ce critère-là tombe, on ouvre la porte à une tralée d'autres personnes qui vont avoir des raisons pour se suicider. L'autre critère qui est contesté, c'est le critère de l'aptitude et du consentement. C'est quand même pas rien. Je vous ai parlé tantôt du meurtre par compassion qui a fait revivre ce débat-là. Il y a des sondages qui ont été menés, un à Sherbrooke, un dans la région de Québec, pour savoir qu'est-ce que les proches aidants pensaient de l'euthanasie des personnes atteintes de démence, une forme de démence, d'Alzheimer. 35%, quand on regarde ça, on voit aussi que la mentalité est en train de changer. 36% des proches aidants, ça c'est, disons, un facteur, songent à abandonner en raison du poids de toutes leurs responsabilités. Donc on s'adresse, ça c'est ce qu'il faut voir, on s'adresse à un groupe qui est déjà très vulnérable parce qu'il y en a lourd sur les épaules et la première chose qu'il nous dit c'est « J'avoue que j'ai souvent le goût d'abandonner. » OK. On devrait s'en occuper, on devrait mieux les aider. 57% disent ressentir une forme de pression pour accélérer le départ de la personne aidée. 52% sont favorables à l'euthanasie sans le consentement préalable de la personne devenue inapte. 50% des proches aidants croient que l'euthanasie risquerait des dérapages. Effectivement, c'est pas difficile à imaginer. Comme je vous ai dit, c'est un groupe qui est très vulnérable. Donc, des gens vont peut-être avoir envie de se libérer du poids, des exigences que ça amène de s'occuper d'une personne qui est devenue inapte. Il y en a qui ont un état de santé chancelant. Il y en a qui veulent ou qui doivent retourner à leur vie normale. Alors, c'est dans ce dilemme-là qu'on voudrait peut-être élargir voyez là, les critères, merci. L'autre sondage était assez semblable. Les gens sont majoritairement en faveur de... Parce que c'est vendu comme une solution, c'est vendu comme un bienfait. Ce qu'il faut entendre quand on entend maladie, les personnes atteintes d'Alzheimer ou les personnes inaptes, c'est qu'on remet en question le critère du consentement. C'était crucial aussi que la demande devait provenir de la personne. Et là, on est en train de changer ça vers une personne qui ne serait pas capable de consentir. Et la grande question qu'il faut se poser en arrière de ça, c'est comment on voit les personnes devenues inaptes? Comment, comme société, on les considère à partir de maintenant? Si elle peut écrire une directive
quand elle est encore une personne, elle est plus en état, elle n'a plus l'aptitude de dire oui ou de dire non, on pourrait exécuter sa volonté en lui disant, dans le fond, quand tu étais une vraie personne, tu nous as dit de te tuer si tu étais rendu là. Donc, c'est comme si on les considérait comme des sous-êtres humains. C'est ça qui est terrible. Parce que peu importe leur volonté, puis il y a eu des cas déjà aux Pays-Bas. Une femme, elle avait écrit la directive, là ils sont venus pour l'euthanasie, elle ne voulait pas, elle se débattait, ils ont mis un sédatif dans son café, elle ne voulait toujours pas, lâchez-moi, lâchez-moi. Ils ont demandé aux membres de sa famille de la maintenir en place, ils lui ont fait l'euthanasie. Merci, bonsoir, elle est partie. Et les médecins ne se sont pas fait taper dessus. Parce que c'est toujours, comme je vous dis, c'est la logique inhérente, le critère de bonne foi. La commission a jugé que, dans les circonstances, il a agi comme de bonne foi. Alors, la mesure exceptionnelle, finalement, c'est l'euthanasie. Ce n'est pas les cas qui sont exceptionnels, c'est elle, la mesure. Elle a des privilèges qu'on n'a pas dans le reste de la société. Elle a des privilèges, des façons de s'en sortir, des pardons qu'on accorde aux gens qui sont là, qu'on n'accorde pas dans le reste de notre société. Un autre critère qui est actuellement sondé, disons, c'est adulte et consentant, comme on dit. La société canadienne, je vous rappelle juste une chose, je ne suis pas avocat non plus, je ne suis pas médecin, pas avocat. Je ne suis pas avocat, mais il me semble qu'une loi, quand elle est passée, une loi, ça dit, voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis. N'est-ce pas? C'est le principe d'une loi. Mais quand je vous parle de la mesure du statut exceptionnel de l'euthanasie, c'est que dans la loi fédérale, il disait voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis, et voici 3 choses qu'on va peut-être permettre. J'ai jamais vu ça ailleurs. 3 choses qu'on va peut-être permettre. Ça veut dire 3 choses que si on les permettait maintenant, il y aurait une révolte. Vous nous traiteriez de fous. C'est quoi les 3 choses? Euthanasie pour les personnes mineures, euthanasie pour les personnes avec une maladie mentale comme seule condition et euthanasie par directive anticipée, donc les personnes atteintes d'une forme de démence. Les mineurs. Alors, la Société canadienne de pédiatrie a fait un sondage pour savoir comment les pédiatres vivent ça, quelle est leur perception. Et les résultats sont déjà alarmants. On voit que les gens ont acheté le concept. De plus en plus de parents de nourrissons et d'enfants ayant toujours été inaptes à consentir, donc des très jeunes qui ne sont pas capables de consentir, parlent de questions liées à l'euthanasie aux professionnels de la santé. Il y en a de plus en plus. Il y a 45 pédiatres qui disent qu'ils ont reçu des requêtes directes déjà. Des gens qui disaient « C'est-tu légal, l'aide médicale à mourir pour les enfants parce qu'ils souffrent pas mal? » Elle n'est pas légalisée, qu'il y a déjà 45 demandes officielles qui sont rentrées à des pédiatres. Et évidemment, les questions sont soulevées davantage par les parents que par les enfants. Le 4e constat qu'on peut faire, c'est donc que les critères de sélection, non seulement sont en train de s'effondrer, mais on est en train d'assister à une mutation profonde de tout ce qui touche l'euthanasie. C'est qu'on passe du choix personnel au choix pour une autre personne. Ça, on n'aurait jamais cru ça possible il y a 3 ans. Et après à peine 2 ans, ça va dans la tête des gens. Ça commence à se pouvoir comme possibilité. Mon choix pour toi. On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Alors, le constat général qu'on peut faire pour la loi, c'est qu'après 2 ans de la loi au Québec, on peut dire qu'elle ne fonctionne pas. C'est factuellement, si on regarde ce que j'ai évoqué avant, les faits démontrent que la loi ne fonctionne pas. Les chiffres explosent, les balises de protection sont inefficaces, la commission est débordée, elle est centrée sur l'euthanasie, les soins palliatifs sont relégués aux oubliettes, puis les critères de départ s'effondrent. J'ai rendu à... Oh! Je vais passer rapidement. Je voulais juste dire un petit mot sur les pays modèles dont on nous a beaucoup parlé. Les Pays-Bas, la Belgique. Avant la loi encore, on nous a dit, vous savez, ça va bien dans ces pays-là, on a envoyé des gens, puis tout se passe bien, puis tout est correct, puis eux autres, ça fait des années que c'est légalisé, alors pourquoi vous inquiétez? C'est vraiment, vous êtes des prophètes de malheur qui exagèrent les affaires. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Je vais le dire rapidement parce que le temps file. 58% en Belgique des euthanasies ne sont pas déclarées dans une étude qui a été menée en 2007. Je vous parlais de la suite logique qui nous attend tantôt. S'il n'y a pas de tape sur les doigts après des violations de la loi, à un moment donné, les médecins, puis c'est ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, pour moi, c'est un soin comme un autre. Hein? Alors pourquoi je déclarais mes opérations aux épaules puis pas mes euthanasies? Alors, je déclare plus, ce n'est qu'un soin, c'est normal, c'est banal.
Le mot d'ordre, c'est banal, banaliser. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est aplatir toutes les écorchures qui sont là pour dire c'est correct, c'est juste ça. Alors, quand ça devient trop banal, bien, on ne le déclare plus. 1,7% des décès, pas par euthanasie, de tous les décès ont été faits sans demande en 2013. Ça équivaut à peu près à 1000 décès, 1000 personnes qui sont mortes sans qu'elles l'aient même demandé, puis ils ont provoqué la mort directement. C'est pas un accident d'auto, là, c'est un médecin qui a posé le geste de tuer la personne à la demande de sa famille. Les scandales commencent à exploser, aux Pays-Bas comme en Belgique. Il y a eu 2 grandes démissions de membres de la commission de surveillance qui disent « J'en en peux plus, je ne peux plus rester, je ne peux plus cautionner ce qui est en train de se passer ici. » Il y a parfois des membres de la commission, Theo Bauer, je ne sais pas comment on le prononce, qui était en faveur au départ. Il a vu comment ça s'est passé après, puis il a dit « Excusez-moi, mais moi, je ne suis plus d'accord. » Il a changé son regard. Et il y a des plaintes qui sont faites, des gens qui disent « Ma mère, elle a été euthanasiée sans même qu'on m'en ait parlé. » Ils ont diagnostiqué une dépression. Comment ça se fait que j'ai jamais été au courant? Comment ça se fait qu'on n'a pas essayé? Des plaintes sont classées sans suite. Parce que le but, c'est quoi? C'est toujours de garder ça plat, de garder ça normal, de garder ça banal. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien au pays des merveilles. C'est un peu ça l'idée derrière l'euthanasie. Pays-Bas, même affaire. 31% des euthanasies non déclarées. 431 décès sans consentement en 2015. Il y a un rapport 2005-2010 qui disait que 23% de tous les décès provoqués non déclarés. Et là-bas aussi, une démission d'un membre de la commission de surveillance pour protester contre l'euthanasie d'une personne démente, atteinte de démence. Je vais conclure avec une réflexion, disons, ou des messages. Ça va vite. Pour vous aider, pour vous laisser sur des réflexions, puis nourrir votre propre réflexion à vous. Une chose qui est sûre, c'est que... Ça va vite. Le grand problème, ça a été qu'on est parti avec une équation de départ qui était fausse. On nous a dit, c'est soit la souffrance, soit l'aide médicale à mourir. Vous avez joué entre les deux. Monsieur, madame, tout le monde, ils disent, ben, je veux l'aide médicale à mourir. Le problème aussi, c'est qu'il y a des liens qui n'ont pas été faits correctement. Il est temps, si on veut commencer une vraie réflexion, de faire le lien entre aide médicale à mourir et euthanasie. Même aujourd'hui, c'est contesté, c'est incroyable. Il y en a qui commencent à le dire parce que là, ils voient que c'est rentré dans les mentalités, donc ils s'excusent moins de parler d'euthanasie. Et l'autre lien qu'il faut faire, c'est entre euthanasie et suicide. C'est des liens, aide médicale à mourir égale suicide. C'est un lien qu'on est obligé de faire parce que si on ne le fait pas maintenant, vous allez voir que la façon dont ça va se développer, il va se faire tout seul. Ce qui se passe dans les autres pays dans le monde, pour montrer jusqu'où c'est en train d'aller, il y a quelqu'un qui a sorti une machine à suicide, un cercueil amovible. Il se vante même que la base est réutilisable. Donc, tu fais ça, tu es déjà dans ton cercueil, puis après ça, ton neveu, plus tard, va pouvoir reprendre. C'est incroyable, là. C'est une machine à suicide. Il y en a qui prônent aux Pays-Bas, sont rendus à dire, vous savez quoi? Pourquoi on aurait même besoin des médecins? Et ça, on sait qu'on s'en va vers ça. Pourquoi on aurait besoin des médecins? Pourquoi on ne mettrait pas une pilule en pharmacie sans ordonnance? Tu veux mourir, tu vas la chercher, tu la prends. Les grandes discussions en Belgique et aux Pays-Bas actuellement, c'est de permettre l'euthanasie pour les personnes qui considèrent que leur vie est accomplie. Là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Ils regardent la vieillesse et ils disent « ça ne me tente pas. Je suis fatigué. Vous savez quoi, ça ne me dit rien, moi. J'aimerais ça en finir maintenant. » Et dans la logique où ils sont rendus, c'est pas reçu comme un scandale. Ils disent « ouais, il y a du bon, il y a du mauvais », puis ils discutent, puis après ça. Ça s'en va vers ça. En Californie, on voit, ça a été légalisé récemment, le suicide assisté, pour montrer aussi comment ça affecte la mentalité. Il y a des week-ends de suicide. La personne qui veut se suicider reçoit toute sa famille pendant un week-end, puis là, ils se vantent, c'est interdit de pleurer, c'est dans la joie, on fête, puis il y a du champagne. Et à la fin, puis j'ai vu des photos, c'est horrible. On dirait un film d'horreur parodie. Il y a des sièges comme ça, il y a un stage ou une scène, la personne est là, elle reçoit la piqûre devant tout le monde. On assiste au suicide d'une personne. Il dit que ça culmine par le suicide de la personne. Alors, on voit ça, on présente ça vraiment comme la quintessence du bien suprême qu'on va fêter. Si vous regardez rapidement les causes de facteurs de suicide et les causes de facteurs d'euthanasie, prenez 2 petites minutes pour regarder ça.
Ça, c'est tiré de la commission belge en 2017 et d'une étude du New England Journal of Medicine. Et à gauche, c'est de Medi Ressources. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Les mêmes raisons sont évoquées à la commission belge en 2017. Ce sont les mêmes facteurs qui poussent au suicide. Des fois, les mots changent un peu, mais sinon, c'est sensiblement le même. On a même eu un cas aux Pays-Bas, un alcoolique. Il dit « Ma maladie est irrémédiable. J'ai fait plein de traitements, ça n'a jamais fonctionné. Je veux mourir. » Il l'a eu. Euthanasie pour alcoolisme. Alors, en conclusion, non, il y a une petite affaire rapidement. Je veux juste vous parler que il y a vraiment un effet d'entraînement. Souvent, ils disent, on n'explique pas pourquoi il y a une montée de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir. On pense que c'est parce que les gens commencent à s'habituer, que les méthodes... Il y a un facteur quand on parle de suicide, et si on fait le rapprochement qu'on vient de faire et qu'on l'applique à l'aide médicale à mourir, ça s'appelle le suicide mimétique. On mime le suicide des autres. Kurt Cobain va se suicider. Vous allez voir, il y a une tralée de jeunes qui vont se suicider après. Le pont de San Francisco, c'est un endroit reconnu pour se suicider parce que tout le monde en parle, puis ça a l'air que c'est l'endroit où il faut aller. Alors, c'est ce qui se passe. C'est reconnu comme phénomène, le suicide mimétique. Alors, quand on regarde le traitement qui a été fait pour l'euthanasie, on voit qu'il y a un mimétisme qui se fait. Tout le monde le veut. 6,3% d'augmentation du nombre de suicides assistés ou non dans les pays, dans les régions qui ont, aux États-Unis, dans les États qui ont légalisé l'aide au suicide. Et contrairement à ce que d'autres disent, il n'y a aucune étude qui démontre qu'il y a une diminution. Il y en a qui disent ça, ouais, vous allez voir, ça diminue. Ça diminue rien. Vous balayez les suicides en dessous d'un tapis, puis vous faites comme s'il y en a moins. Vous les avez juste appelés différemment. Je laisse avec des messages que je vais vous lire. C'est vraiment ça que, comme je vous disais, pour votre réflexion, puis je termine avec ça. Pour l'euthanasie, c'est des messages que je vous dirais qui sont cautionnés, endossés par l'euthanasie de façon implicite. C'est ça qui rentre dans nos mentalités. Pour l'euthanasie, la mort est une solution à la souffrance. Pour l'euthanasie, le suicide, c'est un choix acceptable qui peut remplacer le soutien d'une communauté. Pour l'euthanasie, la crainte du CHSLD ou la peur de devenir un poids pour sa famille sont des raisons suffisantes de mourir. Avec l'euthanasie, le droit de mourir pourrait bientôt se transformer en obligation de tuer. On commence à le voir. Mon médecin refuse. Vous n'avez pas le droit. Avec l'euthanasie, la mort n'est plus un mystère, mais un problème médical à régler. Tout ce qui entoure la mort, c'est balayé. L'acte médical qu'on veut, partir rapidement. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à retirer de la mort. C'est fini. On veut juste en finir vite. Avec l'euthanasie, la souffrance, c'est un mal absolu dont rien de bon ne peut sortir. Avec l'euthanasie, la vie d'un vieux préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse est en train de gagner en vigueur. C'est insensé de penser ça. Avec l'euthanasie, le suicide, c'est toujours mauvais, sauf s'il est pratiqué par un médecin en blouse blanche. Si c'est moi, je vais aller en prison. Si c'est un médecin, il va être payé. Tant double. Avec l'euthanasie, le suicide est banalisé grâce à des balises, comme j'ai vu, qui vont disparaître avec le temps. Avec l'euthanasie, les malades vont finir par subir une pression pour mourir plus vite. Avant, c'était normal, c'était naturel de s'occuper d'une personne malade. Aujourd'hui, la personne malade va peut-être être obligée de justifier, sans même que sa famille en parle. Mais elle voit bien là, le jeune neveu qui vient toutes les semaines, puis qui est père de 5 enfants, puis qui... Elle va se demander... Je pourrais pas l'abréger, puis si je pouvais le faire, elle le consultera peut-être même pas. Mais la pression, elle est là pour qu'elle parte plus vite. Et c'est injuste de mettre cette pression-là à une personne qui est en fin de vie si vulnérable. Avec l'euthanasie, la qualité de vie et l'autonomie sont devenus les principes suprêmes qui définissent la valeur d'une personne. Si tu es capable, si tu es autonome, tu es au pic. C'est le retour de qui? De Apollon. Hein? Le meilleur être humain en ce moment, c'est qui? C'est Apollon. Il est grand, il est fort, il a besoin de personne. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça la dignité aujourd'hui. Donc après ça, tu descends, puis plus tu es bas, moins tu as de qualité, donc moins tu as de dignité, donc moins tu as de valeur. L'être humain est jugé sur une échelle de qualité, comme un produit sur le marché social. C'est comme ça qu'on est en train de le faire. La personne inapte dont je vous parlais tantôt, elle est jugée comme n'importe quoi. Même si tu ne consens pas, on va te laisser partir. Tu ne vaux plus rien. Tu n'es plus ce que tu étais. Avec l'euthanasie, faire est donc officiellement devenu meilleur que être.
Avec l'euthanasie, la vieillesse, la maladie et le handicap sont des indignités. On le voit dans les journaux. Ça commence toujours de même, les articles. Il est tombé malade, il a perdu sa dignité. Le marteau du juge, boum, il a perdu sa dignité, c'est officiel. La suite, on la connaît, on l'a abrégée parce qu'il n'y avait plus de dignité. C'est comme ça qu'on voit nos personnes âgées, nos personnes malades. Notre système social cautionne le suicide médical de milliers de personnes qui se sentent simplement abandonnées, mal accompagnées, mal soulagées ou mal dans leur peau. Avec l'euthanasie, des familles fêtent le suicide de leurs proches pour la simple raison d'avoir été présentes quand il s'est produit. Ah, c'était bien, on était là. On entend ça aussi, on était là. C'est une raison pour dire, c'était bien, on était présents. D'autres personnes, d'autres familles vont se réjouir de la mort d'un proche qui aurait pu vivre plusieurs années encore s'il avait été mieux diagnostiqué. Vous n'êtes pas des devins, hein? Vous avez droit à l'erreur, un mauvais diagnostic. Ça arrive, paraît-il, non? D'autres familles vont fêter l'apparente délivrance d'un proche qui aurait pu rester en vie s'il avait été mieux soulagé par des soins appropriés. Ah, il était plus capable, il fallait qu'il en finisse. Mais il n'a pas eu accès aux soins qui allaient le soulager. S'il avait eu accès, peut-être qu'il serait resté en vie. D'autres familles vont encore sortir divisées et profondément blessées par le suicide médical de leurs proches, ce qui va rendre leur deuil pratiquement impossible, parce qu'on a toujours la version de la personne qui était contente. Mais dans une famille, c'est pas tout le monde qui va être content. Je donne toujours l'exemple de mon oncle à moi. Ma grand-mère, à moi, une de mes grand-mères, elle est décédée d'un cancer des os. Ça fait mal. J'ai vu ma grand-mère pleurer avec des larmes. Quand elle est arrivée pour mourir, dans les derniers temps à l'hôpital, elle ne voulait pas mourir. Pourtant, elle pleurait de sa maladie. Elle avait mal. On allait la visiter et elle disait « Ferme la fenêtre, je pense que c'est le médecin qui veut que j'attrape une pneumonie pour partir plus vite. » là. Hein? Et quand elle est morte, mon oncle, qui est fait comme moi, là, baraqué... Non, mais je veux dire, c'est un gars qu'on ne verrait pas pleurer, tu sais. Il est vraiment baraqué, donc pas comme moi. Lui, je l'ai vu pleurer. Il en voulait à la vie d'y avoir pris sa mère. Sa mère qui depuis des mois, souffrait à larmes. Il n'a pas dit « Ah, une chance, elle est partie. » Imaginez-vous que sa mère ait choisi de mourir par euthanasie. Il n'en aurait pas voulu à la vie. Là, il en aurait voulu à sa mère. On peut faire le deuil de la mort, ça fait partie du processus de la vie. Mais de la décision d'une personne, là, ta rancœur, ta hargne, elle n'est plus dirigée vers la même place. Finalement, avec l'euthanasie, on perd des occasions précieuses de grandir en humanité, non pas à cause, mais grâce à la fin de vie, au handicap et à la maladie. Voici le message qu'on devrait, selon moi, défendre et que nos organismes Vie dans la dignité, le collectif des médecins et probablement vous qui êtes ici présents, cherchons à défendre. C'est un passage que j'ai lu récemment, puis je ne retrouve pas l'auteur et je m'en excuse pour lui. Mais à mon sens, ça résume bien justement le principe qu'on voudrait défendre. Aider à mourir, ce devrait être que la dernière caresse du médecin pour réconforter un patient dans sa dernière angoisse soit procurée par une main qui soigne et non par une main qui tue. Et que le dernier regard reçu soit un regard d'amour, d'humanité et de vie. Merci beaucoup de votre attention.